Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. 20h, les titres du journal. L'actualité à la une ce soir, polémique autour de l'affectation du général Kandé en Inde comme attaché militaire. Le titre du quotidien du groupe des médias, le général Kandé refuse d'exécuter les ordres de Ousmane Sonko, un titre qui a valu l'interpellation du directeur de publication du quotidien La Tribune, convoqué par la gendarmerie nationale sur la question. Mamoudou Gueye, directeur de publication du journal Le Quotidien, sera entendu demain. Vous entendrez la réaction de Mamoudou Thior, président du CORED, dans ce journal. Et puis, transport urbain, lancement ce matin de la première phase du projet de restructuration du réseau de transport en commun de Dakar, d'un coût global de 267 milliards de francs CFA. Cette première phase est financée par l'État du Sénégal et la Banque européenne. On fera le point dans cette édition avec Mme Seynabou Babou. Enjeu climat, en fin d'édition, direction ce soir, Fatick, la commune de Mbar. On parle d'une ferme intégrée. Objectif, aider les petits producteurs en réponse au changement climatique et à la pauvreté. Enjeu climat, l'affaire de Papa Ibrahim Ndiaye et Serine Saliou Dem. Voilà pour les titres. Le développement, c'est juste après Cécilia. Bonsoir à tous et bienvenue. Je vous le disais dans les titres, le directeur de publication du journal La Tribune, Pape Moussa Traoré, a été convoqué aujourd'hui à la session de recherche de la gendarmerie nationale. Cette convocation fait suite à l'article paru à la une de ce jour qui fait état de l'affectation du général Souleymane Kandé à New Delhi en Inde comme attaché militaire. Selon la Tribune qui barre à sa une ce matin, le général Kandé refuse d'exécuter les ordres d'Ousmane Sonko. Notez également que Mohamed Gueye, directeur de publication du journal Le Quotidien, a été convoqué et il sera entendu demain par la gendarmerie nationale. Et sur la question, le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie a réagi. Le CORED dénonce l'interpellation du directeur de publication du journal La Tribune et celle du directeur de publication du quotidien Le Quotidien, selon son président Mamoudou Thior qui plaide plus que jamais pour la dépénalisation des délits de presse. Pour lui, arrêter un professionnel des médias, c'est faire une mauvaise publication au Sénégal. Je vous propose de suivre la réaction de Mamoudou Thior, le président du CORED, au téléphone de Mamoudou Dia. C'est tout le sens de la dépénalisation des délits de presse. Et ça tombe bien d'ailleurs, les assises contre la justice, on a évoqué la dépénalisation des délits de presse dans une des commissions parce que aujourd'hui, les pays qui ne sont pas moins démocratiques que le Sénégal ont de la dépénalisation parce qu'il est passé de mode, comme ce que l'information venait de donner, de convoquer un professionnel des médias, que ce soit un journaliste ou un technicien, pour l'amener en prison. Parce qu'on a un mécanisme d'autorégulation qui s'appelle le CORED. On a toujours du temps du président Macky Sall jusqu'à aujourd'hui le président Bassirou Diomaye Sonko. Si le gouvernement, le chef de l'État et son gouvernement ont des choses à reprocher à la presse, le CORED est là. Ils peuvent porter l'affaire devant le CORED et le CORED a un tribunal des pairs qui va se charger de trancher cette affaire-là. C'est faire une mauvaise publicité au Sénégal que de convoquer un professionnel des médias parce que c'est passé de mode. Comme les professionnels des médias ont un mécanisme d'autorégulation en interne. Le président du CORED, Mamoudou Thior, à l'instant au téléphone de Mamoudou Dia. Et puis mobilité urbaine, après le train express régional et le BRT, bus rapide à transit, vers la restructuration du réseau du transport en commun à Dakar, un parc de 1000 bus, un réseau de 32 lignes et près de 800 passagers transportés par jour sont attendus. Le lancement officiel du projet s'est tenu ce matin et il est financé à hauteur de 267 milliards de francs CFA par l'État du Sénégal et la Banque européenne. Je vous propose de suivre le compte-rendu signé Mme Seynabou Babou. C'est parti pour la première phase de restructuration du réseau de transport en commun. 400 bus à gaz seront mis à la disposition de la population. Il s'agit d'un projet structurant qui va permettre de restructurer de façon globale le réseau de transport en commun dakarois. Ça va concerner toute la région de Dakar, toutes les communes. Et dans sa première phase, donc 14 lignes seront restructurées, donc avec 400 bus qui
qui vont fonctionner au gaz, donc qui sont plus respectueux de l'environnement. Des milliers d'emplois seront créés et évidemment des kilomètres de routes seront aménagés. Ce projet est conçu également pour renforcer le réseau de transport en commun, mais aussi de mettre en place un système de rabattement pour le TER et le BRT. Comme vous le savez, le BRT a été lancé donc, dans sa phase de mise en circulation commerciale depuis 2 semaines et le train express régional est fonctionnel depuis 2 ans. Donc cet important projet arrive pour être articulé à ces 2 systèmes de transport. Le secrétaire général du ministère précise que ce projet ne sera pas un obstacle pour le réseau de transport déjà mis en œuvre. Il rassure les opérateurs privés. Et ce projet, je suis heureux de l'annoncer, est un projet qui est fait pour les opérateurs privés et pour la Société nationale Dakar Dem Dikk. L'objectif du gouvernement est de faire des opérateurs privés nationaux, des opérateurs en tout cas qui respectent les standards internationaux en matière de transport. C'est pourquoi dans le cadre de ce projet, il y a un volet important d'accompagnement et de remise à niveau. Les autres régions seront servies lors de la 2e phase. Plus de 400 000 passagers attendus par jour, mais également la création de milliers d'emplois. Mme Seynabou Baboué, nous restons toujours dans le secteur du transport. Le nouveau directeur de Dakar Dem Dikk qui a pris fonction ce matin, la cérémonie de passation de service, une occasion pour faire le bilan de la société de transport. Le directeur sortant parle de 370 bus acquis. Les recettes de la société sont estimées à 38 millions de francs CFA par jour en 2024 et contre 21 millions de francs CFA en 2022. Le compte-rendu de la cérémonie de passation de service avec Mariama Diallo. Ousmane Sylla a passé la commande au nouveau directeur de Dakar Dem Dikk. Il est revenu sur les réalisations faites depuis son arrivée. Nous avons travaillé et mettre le Dakar Dem Dikk à un niveau de recette de 38 millions par jour en 2024 contre 21 millions par jour en 2022. Nous avons également fait des économies au niveau des charges de plus de 4 milliards en 2023. Et au-delà de ça, ce qu'on appelle EBITDA, c'est-à-dire l'excédent brut d'exploitation, en 2023, nous avons été à plus 640 millions contre moins de 3 milliards en 2022. Outre la relance des liaisons du Nord, l'ouverture des liaisons dans le Sud et dans d'autres régions, les services de Dakar Dem Dikk sont passés progressivement à la digitalisation. Cette transition numérique est à consolider selon Hassan Beng, qui s'engage pour la transformation de la société. Pourquoi je considère que la digitalisation est un des principaux outils sur lesquels nous devrions nous pencher et nous appuyer. Notre ambition est de faire de sorte que l'ensemble des services soient interconnectés. Ceci permettra de répondre davantage aux attentes des usagers et je tiens à dire avec force, ces braves femmes et hommes, garçons et filles, méritent de vivre des expériences agréables dans nos bus avec un gain de temps, gage d'une efficacité permanente. L'amélioration des conditions de travail des agents reste une priorité pour le nouveau directeur général pour mettre fin aux frustrations. Nous travaillerons tous ensemble à ramener un climat social apaisé, un environnement propice à l'épanouissement des travailleurs. Dans nos priorités figure l'amélioration des conditions de travail et de vie des collaborateurs à tous les niveaux. Une attention particulière sera accordée à ces personnes qui sont sur le terrain et qui apportent l'image de Dakar Dem Dikk, qui portent l'image de Dakar Dem Dikk, car étant en contact direct avec les usagers. Pour Hassan Beng, l'interconnectivité des différents modes de transport doit être repensée pour une modernité dans le transport.
Mariama Diallo, le nouveau directeur de la Sonacos, a lui aussi pris fonction ce jeudi. El Hadj Ndane Diagne remplace à ce poste Kibili Touré, qui d'ailleurs est revenu sur les réformes entamées sous son magistère. Je vous propose de suivre le compte-rendu de la cérémonie avec Abraham Paul Pouya. Le nouveau directeur de la Sonacos prend service. Le directeur général sortant donne le témoin. La cérémonie est une occasion pour l'ancien directeur de revenir sur les réformes entamées sous sa direction. Pour ce qui est de l'avenir, ce que je pense pouvoir partager avec vous, je le répète à nouveau, il faut des réformes. Monsieur le directeur général, il faut des réformes. Les réformes sont d'abord dans la restructuration industrielle, mais nous avons un contexte de finances publiques, nous avons un contexte de géopolitique mondiale qui fait que probablement la réforme industrielle, la restructuration devrait se faire en 2 temps. Réhabiliter d'abord comme vous êtes en train de le faire et ensuite reconstruire comme vous saurez le faire avec le directeur général. Le nouveau directeur général, quant à lui, appelle à l'unité pour réussir la mission. Beaucoup de gens m'ont parlé, m'ont dit mais Sonacos, c'est une société à problème. Oui, c'est une société à problème. Mais je reste tellement serein et optimiste. Je veux que ces syndicalistes, que ces partenaires sociaux, qu'ils portent le combat du changement de culture d'entreprise pour la Sonacos. Parce que je veux qu'il y ait dès à présent et maintenant un changement de culture d'entreprise, un changement d'esprit. Je veux qu'on fonde ensemble des valeurs, mais des valeurs très fortes pour cette société. Tous ensemble. Il annonce ainsi la création d'une plateforme pour dénoncer les agents qui sont payés à ne rien faire. Ma conviction, c'est que dès qu'on résout le problème d'éthique dans cette société, au moins le tiers de ces problèmes vont disparaître. Vous voyez quelque chose qui n'est pas normal, on mettra en place une plateforme qui permette de façon anonyme de dire qu'un tel ne fait pas quelque chose de normal et les responsables de la société prendront les décisions idoines pour remédier à cela. Mais ce ne sera pas une plateforme de dérive, ce sera une plateforme surveillée, contrôlée parce que je ne veux pas de règlement de compte. Avant la cérémonie de passation de services tête à tête entre les 2 hommes pour se transmettre les dossiers. Abraham Paul Pouya, mardi 28 mai dernier, lancement des assises de la justice. Objectif, identifier les dysfonctionnements et faire des propositions pour améliorer le secteur de la justice. Et parmi les propositions, disposer d'un régime de privation de liberté mieux encadré. Ce point, un prétexte pour faire un tour à la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss. Sur place, des parents de détenus nous font part des difficultés qu'ils rencontrent. Un reportage signalé au Sowa. Des entrées et sorties à la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss, certains avec des sachets, d'autres des bols. Ici, la procédure pour faire entrer de la nourriture est difficile. Depuis des années, j'amène des repas, mais la procédure est corsée. Aujourd'hui, par exemple, j'ai oublié ma carte d'identité, mais ils m'ont refusé l'accès. Même quand vous amenez des habits pour les détenus, c'est difficile de les faire entrer. Vraiment, il faut revoir la procédure pour une meilleure amélioration des conditions de vie des détenus. Marie-Noël da Silva souffre le martyre pour apporter de la nourriture à son fils détenu dans cette maison d'arrêt et de correction. Cette dame qui s'est vue refuser l'entrée veut une solution. C'est vraiment difficile. Je quitte Kermassar pour venir ici et parfois j'arrive tardivement. Dans ces moments-là, ils refusent de prendre le repas sous prétexte que je suis en retard. C'est difficile et j'aimerais que cela change. À côté, un sexagénaire franchit la porte de la MAC. Cet homme, sous le couvert de l'anonymat, ne voit aucun inconvénient sur la procédure des autorités pénitentiaires. Vous venez, vous amenez un repas,
vous donnez votre pièce d'identité, on vous demande ce qu'il y a dedans. Bon, s'il y a des choses qu'ils n'acceptent pas, ils disent qu'il ne faut pas le mettre, après vous le dites, c'est tout. Vous donnez votre pièce d'identité, ils enregistrent quoi. Je ne maîtrise pas le règlement, mais toujours est-il que moi, je crois qu'à ce niveau-là, bon, c'est pas tellement méchant quoi. Le gouvernement a lancé les assises de la justice pour redorer son blason. Une des thématiques de ce dialogue concerne les conditions de détention. Les familles des détenus appellent les autorités à apporter des améliorations dans le milieu carcéral. Aliso, et on parle à présent de la situation des adolescents dans le monde. Selon un rapport de l'OMS, l'UNICEF et l'UNFPA, un jeune sur 7 âgé de 10 à 19 ans dans le monde souffre de troubles, d'un problème de santé mentale, la dépression, l'anxiété et des troubles de comportement. Dans ce reportage, des adolescents et parents tentent d'expliquer ce phénomène. C'est un sujet signé Khadija Ndatdjouf. C'est l'heure des cours et ces adolescents rejoignent leur établissement scolaire. Ils ont l'air innocents et pourtant beaucoup d'entre eux souffrent de problèmes de santé mentale. L'addiction à la drogue ou parfois l'environnement en sont les causes. Selon cette adolescente, son nom est Caroline. Ça peut être causé par la drogue. Quand on est influencé par leur entourage, il y a aussi des problèmes familiaux qui peuvent amener ça. Problèmes de santé mentale, dépression, anxiété, troubles du comportement, des phénomènes très fréquents chez les jeunes âgés entre 10 à 19 ans, selon un rapport interpellatif de l'OMS, de l'UNICEF. Les parents évoquent aussi le problème de la drogue. Alors c'est la drogue. Parce qu'il y a des drogues partout, sur les cigarettes, sur les... tout ça là. Alors, ils l'achètent même dans les boutiques parfois. Moi, j'ai vu ça. C'est ça qu'ils utilisent. Des biscuits, même, il y en a des biscuits en drogue. Tout ça là, ils sont là au Sénégal, maintenant. Si, de toute façon, vous n'êtes que dans l'âme. Parce que les gens, ils utilisent, les enfants consomment maintenant trop de drogue. Il y a le chanvre indien et autres, et cela peut créer des complications de ce genre. L'environnement familial n'est pas en reste. La situation dans leur famille peut aussi être la source de ces problèmes de santé mentale. Parfois, ils accumulent beaucoup de stress, que ce soit au niveau de leurs études ou autres, ce qui peut aussi en être la cause. Les problèmes de santé mentale, dépression et autres phénomènes se propagent chez les adolescents, poussant même certains vers le suicide. Selon l'OMS, le suicide est la 4e cause de décès chez les jeunes de 15 à 19 ans. Le pèlerinage au lieu saint de l'islam, le Hajj 2024, le ministre de l'intégration africaine et des affaires étrangères a visité hier les infrastructures de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. Lors de la visite, elle a salué les dispositions prises pour permettre aux pèlerins de voyager dans de bonnes conditions. Le ministre Yassine Fall, que voici au micro de Muntaga Kana. Nous avons passé en revue tout le processus qui a été mis en place et nous sommes vraiment impressionnés par ce qui a été fait parce que nous pensions que l'attente était beaucoup moins importante que ce que nous avons vu. Donc nous sommes satisfaits de ce que nous avons vu. Nous attendons maintenant. C'est une première étape. C'est la première étape, c'est l'étape d'enregistrement, l'étape du vol, que les pèlerins prennent leur vol à temps, rentrent dans l'avion. Il reste une autre étape, c'est l'étape du Hajj. Donc il y a tout un processus pris par la DGP, la Délégation Générale au Pèlerinage, et aussi à Médine, à la Mecque, et pour le retour. Ça, c'est l'étape du départ. C'est très important. Mais l'étape du retour aussi est capitale. Parce que lorsque les Sénégalais qui ont fait le pèlerinage ont fini leur Hajj, nous attendons, nous, le gouvernement sénégalais, le président de la République, le Premier ministre et tout le gouvernement attend des compagnies aériennes que les passagers, les Oudjahs rentrent chez eux. Attends, qu'on ne les fasse pas attendre 2 jours, à plus forte raison plusieurs jours. Parce que après le Hajj, on a fini son argent, on a fait ses dépenses, on est fatigué, on veut rentrer chez soi. Donc nous attendons à ce que le processus qui a été mis en place ici, que les plans de vol soient respectés et que cette fois-ci,
qu'on n'ait aucun pèlerin qui reste, qui soit laissé en rade, qui reste derrière parce que le vol est prêt. Et nous avons aussi vu maintenant des équipements qui permettent aux pèlerins qui ont l'habitude de voyager de pouvoir s'inscrire rapidement sans avoir à perdre du temps à la police. Il y a aussi tout un système de traduction pour les personnes qui ne... En plus bref, le rapport sur la présidentielle de 2024 de la mission d'observation électorale de l'Union européenne, 2 mois après la victoire du candidat Bassirou Diomaye Diakhar Faye, actuel président de la République du Sénégal. La mission d'observation électorale de l'Union européenne a présenté ce matin son rapport final sur la présidentielle de mars 2024. La chef observatrice note les préoccupations de l'Union européenne sur le faible taux des jeunes sur le fichier électoral. Elle affirme que 50% des jeunes entre 18 et 30 ans ne sont pas inscrits sur le fichier. Selon elle, il faudrait corriger ces manquements pour les prochaines élections. Les experts européens de la mission d'observation de l'Union européenne sur la présidentielle de mars 2024 ont émis 22 recommandations, dont 8 sont prioritaires. Climat à présent, ce soir, direction Fatick, et dans un climat presque désertique. Nous sommes dans la commune de Mbar où la terre est en souffrance et l'eau fait défaut. Face à cette situation et pour appuyer les populations, une ferme intégrée émerge. Objectif: aider les petits producteurs en réponse au changement climatique et à la pauvreté. Enjeu climat, c'est l'affaire de Papa Ibrahima Ndiaye et Serine Salou Dama. Dans cette zone, aux allures d'une carte postale désertique, certains habitants cherchent forcément de l'ombre pour échapper à la chaleur étouffante. Pendant que d'autres résistent, tentent de donner vie à la terre avec des techniques agricoles adaptées à leur contexte. Là, c'est de promouvoir, c'est de sécuriser l'amont de la chaîne de valeur parce que c'est un projet qui intervient sur la chaîne de valeur lait et qui vise à améliorer les conditions de vie des populations, mais aussi de réduire la vulnérabilité des agropasteurs face aux effets des changements climatiques et de contribuer à leur résilience. De l'agriculture, sans oublier l'élevage, toute une chaîne intégrée au profit des petits producteurs de Théourou Boulal, un village dans la commune de Mbar, département Gossas, région Fatick. Une ferme de 5 hectares, source d'énergie solaire, d'eau et de production laitière. léegi nag fi mu ne nii wax dëgg alhamdulilah parce que ndox mi doy na loolu jafe-jafe la woon parce que raakool yi moom doyuñu woon waaye yàlla suñu borom daa dogal léegi ñu def ay baaj yu bari yoo xam ne boo ñëwee amatul xisoo amul dara jafe-jafe boobu moom day daal di jeex. suñu tool yi daal ndox mu neex bi moom lañ ci mën a jëriñu ndax temps yi nga xam ne amaguñu ndox mu neex bi ndoxu forage bi lañ amoon boobu tool yi day yàqu di xonq léegi bi ñu amee ndox bu neex bi ba léegi gis nañ seen suñu bopp daal. Les initiateurs et les populations le savent. La réussite de ce projet dépend aussi de la production fourragère, un élément indispensable pour assurer la survie des vaches et donc de la ferme intégrée. On a eu à tester 3 espèces fourragères, le malalfafa, le panicum et le niébé fourragé. Et l'idée, c'est de parvenir à pouvoir produire 800 tonnes de fourrage chaque année. On a eu à tester ces espèces-là et qui s'adaptent très bien du point de vue pédoclimatique dans cette zone-là. À l'image de nombreux villages du Sénégal, à Théourou Boulal, les femmes s'organisent en groupement et tentent de s'en sortir, et ce, dans un contexte de changement climatique. Donc je pense que c'est une réponse durable que nous sommes en train d'apporter face aux impacts du changement climatique en renforçant les capacités des communautés à se dire que malgré les impacts du changement climatique, on peut continuer à faire de l'agriculture autrement. On peut avoir un accès facilité à l'eau douce grâce à l'énergie renouvelable. Pour accroître le rendement, améliorer leurs conditions de vie, les populations espèrent voir émerger sur leurs terres d'autres initiatives du genre. Une ferme intégrée pour donner de l'espoir aux enfants
et redonner le sourire aux plus grands. Enjeu climat, la rubrique environnement signée Papa Ibrahima Ndiaye. Voilà, c'est la fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes sur ITV.